La Fresh Morning. La Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour, la fraîche. Aujourd'hui, on parle de quoi? Aujourd'hui, on va parler d'un anniversaire. On part 226 ans en arrière, le 9 janvier 1873. Ce jour-là décédait Napoléon III. Alors, il faut savoir que dans l'histoire de la France a connu au cours de son histoire plusieurs monarques et elle a connu deux empires. Et donc, Napoléon III était celui qui avait dirigé le Second Empire. Alors, pour bien comprendre qui est le personnage, il faut savoir que Napoléon III, de son vrai nom, Louis-Napoléon Bonaparte, était le fils de Louis Bonaparte, le jeune frère de Napoléon Bonaparte, donc celui qui avait mis en place le premier empire. Il y avait trois personnes qui ont porté le nom de Napoléon. Oui, il y a Napoléon Bonaparte qui était Napoléon Ier, donc, ou Napoléon le Grand, selon les le Napoléon que nous tous on connaît. Le Napoléon que nous connaissons. Et puis il y a eu son fils, qui s'est fait appeler Napoléon II. Mais il faut bien rappeler qu'en 1815, lorsque Napoléon abdique, il donne le pouvoir à son fils, il en fait l'empereur des Français, mais celui-ci ne va pas régner très longtemps, il va régner du 22 juin au 7 juillet, donc il va régner à peu près 2 semaines. Donc c'est la raison pour laquelle on l'appelle Napoléon II. Mais lui, Napoléon Bonaparte, qui est son cousin, le cousin de Napoléon II, lui va se faire appeler Napoléon III, et c'est lui qui va instaurer le premier empire. Et donc il faut comprendre que... le Napoléon qui a perdu à Waterloo, c'est lequel? C'est Napoléon Ier. Le grand Napoléon. Le grand, ou Napoléon le Grand. Et donc, il perd à Waterloo en 1815 et se fait justement exiler à l'île d'Elbe. Et donc, à la chute donc, de cet empire-là, justement en 1815, le prince, donc lui, Napoléon Bonaparte, quitte la France aussi et donc est contraint à l'exil. Il va suivre sa mère, notamment en Suisse. Et là-bas, évidemment, il va être un peu noyé dans la nature. Il va faire l'essentiel de son éducation en Suisse. Et la petite histoire dit même que c'est en Suisse qu'il va véritablement s'intéresser à la politique, d'une part, et surtout à l'évolution sociale, aux questions sociales qui concernent la société française. Et donc, c'est quelqu'un qui est assez effacé puisque le chef de file des bonapartistes, donc, qui ont même créé un parti qu'on appelle le parti des bonapartistes, c'est le fils de Napoléon Ier, donc Napoléon II. Mais à la mort de celui-ci, de manière totalement accidentelle et prématurée, le 22 juillet 1832, lui, Napoléon Bonaparte, est donc, sans le vouloir, projeté sur le devant de la scène. Il est catapulté comme étant le chef de file du parti des bonapartistes. Mais il faut savoir qu'à l'époque, en 1832, le parti des bonapartistes, c'est encore un parti qui est totalement insignifiant, puisque peu de personnes encore se réclament de Bonaparte, même si dans le conscient collectif français, Napoléon Bonaparte est encore extrêmement présent dans leur esprit. Et puis donc, à la suite de cela, lorsqu'il devient le chef de file des bonapartistes, il va rencontrer une personnalité qui s'appelle Persigny et avec eux, il va se lier d'amitié avec eux et donc ils vont essayer de, ensemble, entrer en politique. Mais dans un premier temps, il va tenter de le faire par la force puisque le 30 octobre 1836, ils vont tenter de soulever, d'inciter les soldats d'une garnison de Strasbourg à la mutinerie, mais cette tentative va être vouée à l'échec et donc Napoléon Bonaparte, poursuivi par les autorités judiciaires françaises, va être contraint à l'exil une seconde fois et cette fois-ci il va s'envoler du côté des États-Unis. Là-bas il va rester pas très longtemps puisque le 15 décembre 1840 il va y avoir un événement totalement inattendu et par lequel justement lui, Napoléon Bonaparte va voir véritablement une opportunité puisque cette date-là, le 15 décembre 1840, les cendres de Napoléon Bonaparte, le premier Napoléon le Grand, sont transférés de l'île d'Elbe à Paris, à la place qu'on appelle aujourd'hui la place des Invalides. Alors, ce qui va stupéfier le neveu de Napoléon Ier, c'est qu'il va constater que dans l'esprit des Français, les Français vont accorder un accueil triomphal véritablement à ces cendres-là et on va même entendre dans la foule des gens scander « Vive l'empereur ». Donc il est conscient qu'évidemment dans l'esprit des Français, Napoléon Bonaparte est encore extrêmement présent. Et donc il va saisir cette opportunité et donc il va décider de revenir en France le 5 août 1840
1840. Et puis là, il va encore faire une seconde tentative en se tournant du côté il va aller du côté de Strasbourg. Et là, il va tenter une nouvelle fois de pousser les soldats à l'insurrection. Et là, une fois de plus, cette tentative va être vouée à l'échec. Et cette fois-ci, malheureusement pour lui, il sera arrêté et jeté en prison. Alors, à la suite de cela, il sera jugé, condamné à la prison à perpétuité. Et donc, il sera enfermé au fort de Ham dans la Somme. Et donc, durant cette captivité, il va donc s'intéresser à l'écriture. Et c'est durant cette période-là en prison qu'il va écrire un ouvrage d'économie qui s'appelle L'extinction du paupérisme. Et à l'intérieur de cet ouvrage-là, il va expliquer, si tu veux, sa vision sociale de la France, et il va essayer d'expliquer ou de donner aux Français, ou bien d'expliquer un peu la vision, comme je l'ai dit, sa vision sociale et les préoccupations, si tu veux, les grands changements qu'il veut impulser dans la société française. Et donc il ne va pas rester très longtemps aussi en prison, il faut le dire, puisque le 25 mai 1846, il va parvenir à s'évader de la prison du fort de Ham, et donc il va cette fois-ci se réfugier à Londres. À Londres, il ne va pas non plus rester très longtemps, puisque quelques semaines à peine après son arrivée, il va y avoir l'effondrement de ce qu'on appelle la monarchie de Juillet, c'est-à-dire c'était cette monarchie-là éphémère qui va s'installer à la chute du Premier Empire. Et donc, il faut savoir que lorsque Napoléon tombe, on décide de mettre fin à l'Empire et on crée la première République française. Et donc, c'est à cette période-là, cette première République française-là, qui va justement s'effondrer quelques semaines après le retour de Napoléon Bonaparte en Angleterre. Et donc, il décide de revenir en France et participer aux élections de 1848, et il est justement élu député en juin 1848. Ce qui est intéressant, c'est que les voix qui lui permettent justement d'être élu dans 3 départements, ce sont des électeurs qui sont aussi bien des nostalgiques de l'Ancien Empire. Il y a aussi les défenseurs de l'ordre et de la propriété, parce que sous l'époque de Napoléon Ier, il régnait l'ordre et la sécurité. Et ensuite, il y a le 3e grand groupe de ceux qui l'ont voté, c'est-à-dire les déçus, les laissés pour compte de la révolution industrielle, ceux qui n'ont pas pu bénéficier évidemment des fruits de cette transformation économique-là. Et donc, tous ceux-là qui ont pu s'imprégner des écrits, notamment qu'il avait pu faire dans son livre lorsqu'il était en prison. Et donc, tous ceux-là vont constituer la base même de son électorat, qui va lui permettre en 1848 d'accéder à l'Assemblée nationale. Et donc, lui, Napoléon Bonaparte, va donc surfer sur cette vague-là, et donc il va, le 10 décembre de la même année, participer à la première élection présidentielle qui est organisée. Mais là, on est dans le compte de la Seconde République. Et donc, à la stupéfaction générale, il va bénéficier d'un raz-de-marée. Ce raz-de-marée électoraliste-là va lui bénéficier. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas la personne de lui, Napoléon Bonaparte, que les gens votent, mais c'est surtout le fait que les électeurs en général ne veulent plus de cette République-là, qu'ils jugent totalement corrompue. Ils estiment que les hommes politiques ne sont plus capables, ne réalisent pas leurs promesses. Et donc, ils voient en lui, Napoléon Bonaparte, cette figure-là qui est capable de transformer la société française et surtout de pouvoir mettre en place les grandes transformations sociales qu'il a pu promettre au cours de cette élection-là. Et c'est ainsi qu'il deviendra le premier président de la République française élu au suffrage universel, il ne faut pas l'oublier, c'est le tout premier, et il sera également l'unique président de la Deuxième République française. Pourquoi ? Pour 2 raisons. La première raison, c'est que durant son premier mandat, il va s'attirer la foudre, ou les foudres, si tu veux, des députés de l'Assemblée nationale, qui le considèrent comme étant beaucoup plus un démagogue, puisque durant ce premier mandat-là, il va plutôt cultiver, non pas l'image d'un véritable homme d'État, mais plutôt l'image d'un homme qui est proche des préoccupations du peuple, un homme du peuple. Et donc, c'est lorsque son premier mandat-là va arriver à son terme et qu'il va, à l'époque, il faut savoir que le suffrage universel, il n'était pas direct, il était indirect, c'est-à-dire que c'était les députés qui élisaient le président de la République. Et donc, lorsque son premier mandat va arriver à son terme et qu'il va donc repartir vers les députés pour briguer un second mandat, ces derniers vont refuser de lui accorder la possibilité d'être candidat pour une seconde élection, pour un nouveau mandat. Et donc, car cela ne tient, il va donc décider
les court-circuiter, puisque le 2 décembre 1851, il va organiser un coup d'État, il va donc dissoudre l'Assemblée nationale et l'ensemble des institutions, et l'année suivante, il va instaurer officiellement le Second Empire. Et donc, c'est à partir du Second Empire que véritablement, il va pouvoir amorcer, impulser la véritable transformation de la société française. D'abord, la transformation sur le plan industriel, puisqu'il va développer le tissu industriel en France, ce tissu industriel qui était encore assez embryonnaire. Et puis, cette transformation-là va se faire, bien entendu, en assurant de bonnes relations, notamment des relations économiques avec le voisin anglais. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, l'Angleterre est la première puissance économique mondiale. Et donc, il va signer un traité de libre-échange avec le Royaume-Uni qui va lui permettre de booster, si tu veux, la production intérieure. Il va aussi mettre en place, le premier à mettre en place une véritable union monétaire. Cette union monétaire-là qui va vivre jusqu'à la Première Guerre mondiale parce qu'en son sein, on retrouvait plusieurs pays de l'Europe. Et puis, sur le plan social, il va aussi instaurer de vraies transformations puisqu'il va être le premier à accorder le droit de grève aux ouvriers et il va être celui qui va mettre en place, qui va relancer l'instruction publique. Parce que l'instruction publique, premièrement, avait été mise en place par Napoléon, l'instruction telle qu'on la conçoit aujourd'hui, l'école publique. Et donc, cette école publique avait été un peu mise de côté après la chute de Napoléon et lui, il va la remettre au goût du jour. Et puis, sur le plan international, il va bien entendu se battre pour étendre l'empire colonial français. Hein. Il va la faire partir du Sénégal jusqu'au Cambodge, en passant par l'Indochine, jusqu'en Nouvelle-Calédonie. Et donc, tout ça là vont faire que, évidemment, la France va se réapproprier une place centrale sur l'échiquier international. Mais malheureusement, si sur le plan économique, industriel et social, il a connu de grands succès, sur le plan des relations internationales, c'est autre chose. Puisque à partir de là, il va se lancer dans une succession de guerres qui vont véritablement plomber tous les efforts et tous les bénéfices qu'il avait pu tirer de ces différentes politiques. Il faut savoir d'abord qu'il va non seulement en Crimée, aux côtés des Anglais, faire la guerre là-bas. Il va faire des guerres au niveau du Moyen-Orient pour secourir les chrétiens qui sont établis là-bas. Et puis, il va aussi faire des guerres jusqu'au Mexique et en Italie. Ces deux dernières guerres-là vont véritablement également se solder par de lourdes défaites. Et malheureusement aussi, il y a la maladie qui vient faire son effet puisque il commence à souffrir de ce qu'on appelle la maladie de la pierre. C'est des espèces de cristaux que l'on trouve dans la vessie. Ce sont des choses qui lui font énormément souffrir. Et face également à la montée en puissance de la Prusse c'est l'Allemagne actuelle, il va faire une autre guerre, la guerre de Troie en 1870, puisqu'il va déclarer la guerre à la Prusse qui était dirigée par le roi Guillaume Ier. Et malheureusement pour lui, cette guerre va s'avérer véritablement désastreuse. Il va décider lui-même d'aller à Sedan, donc diriger lui-même le combat. Et malheureusement pour lui, les troupes prusses vont magistralement renverser les forces françaises et il va être fait prisonnier à Sedan le 2 septembre de 1870. Et donc, il va être forcé à abdiquer. Et donc, lorsqu'il abdique en 1870, eh bien, aussitôt, à Paris, Lyon et Marseille, il y a des soulèvements. Et donc, aussitôt, Napoléon III sera déchu de son trône et la République française sera de nouveau proclamée. Ce sera la Troisième République française. Et donc, à la suite de cette abdication, il sera d'abord emprisonné dans le château de Cassel, dans la Hesse, c'est à la frontière entre la France et l'Allemagne, avant d'être finalement libéré, et il ira de nouveau en exil à Londres, où il restera jusqu'à sa mort le 9 janvier 1873. Londres, c'est la ville des exils des grands hommes politiques, ou oui, français, malheureusement, de Gaulle et lui, Napoléon Bonaparte. Voilà, lui, il mourra donc le 9 janvier 1876, à la suite d'une opération qui visait à essayer de le soigner de cette maladie de la pierre qui l'embêtait. Et donc, il va évidemment laisser nostalgiques les bonapartistes ou ceux qui rêvaient d'un retour de l'Empire sur l'échiquier, le retour d'un empereur sur l'échiquier politique français. Ce ne sera pas le cas. Malheureusement aussi pour lui, quelques mois après son décès, son fils mourra, lui, au cours d'une expédition. Il sera tué par les Zoulous en Afrique du Sud. Et donc, c'est à partir de là que, si vous voulez, qu'il va y avoir une extinction des descendants des Bonaparte. Donc, on ne peut pas prouver qu'il y a encore des descendants des Bonaparte? Non, il n'y en a plus.
Il n'y en a plus. Merci Jean-Paul qui était avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM. Non, moi c'est lui 14, s'il te plaît, faut pas faire la différence. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. On va retrouver Gina dans quelques minutes. Da Fresh Morning.